Bonjour et bienvenue en direct du premier live Facebook SOS Chrétien d'Orient. Alors on reçoit aujourd'hui Benjamin, directeur général de SOS Chrétien d'Orient, et François-Xavier, chef de mission Irak. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce qui s'est passé aujourd'hui ? Alors depuis ce matin, depuis 6h30 du matin, une offensive a été lancée par l'armée irakienne et les troupes kurdes, les Peshmerga, pour commencer la libération de la plaine de Ninive et bien sûr Mossoul, qui est la grande ville de la région, la capitale de la région. Alors le Premier ministre irakien a annoncé le lancement de cette offensive cette nuit, c'est ça ? C'est ça, exactement, dans la nuit vers minuit et demi, et qui a débuté ce matin à 6h30. Voilà. Et donc la particularité, c'est que on a ces deux forces qui jusqu'à présent ne s'entendaient pas du tout, l'armée irakienne et les troupes kurdes, les Peshmerga, qui combattent ensemble sous commandement irakien, c'est à noter, donc le commandement général des troupes est irakien. Donc, comme vous venez de le dire, les soldats kurdes et irakiens combattent ensemble depuis quelques heures, et je crois qu'il s'agit d'une première. Quel signal, à votre avis, cela renvoie-t-il ? Alors, à mon avis, c'est vraiment un signal d'espoir pour la paix dans la région, pour la reconstruction et pour l'unité de l'Irak, puisque ça faisait bien longtemps que ces différents protagonistes ne s'étaient pas entendus, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle ça fait si longtemps que Daesh prospère dans cette région. C'est parce qu'il n'y avait pas d'entente entre les Kurdes et le gouvernement central de Bagdad. Alors n'hésitez pas à poser vos questions ici sur Facebook, et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Je pense que ce qui est important à noter aussi, c'est que quand on parle de cette question de Mossoul, on parle vraiment dans la pluralité des temps. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de ce qui a pu se passer depuis 2014, de ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques heures ou quelques jours, si on veut vraiment pousser au début de cette entente entre les Kurdes et les Irakiens, et bien sûr évidemment de ce qui se passera à l'avenir, puisque cette entente entre Kurdes et Irakiens, comme le dit Benjamin Blanchard, est vraiment un signe très fort aujourd'hui au regard du passé, mais surtout demain sur ces territoires libérés donne en effet, comme le dit Benjamin Blanchard, un signe fort d'unité du pays et surtout de bonne administration de ces territoires, puisque c'était la question primordiale qui occupait les débats depuis déjà un an et demi, et qui empêchait d'avancer sur cette question de la libération. Alors, vous parlez d'avancée militaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la situation ? Alors, donc là, actuellement, les combats se sont stabilisés. Je ne dirais pas qu'ils ont cessé, puisque évidemment, on est sur une ligne très, très variable, sur une ligne qui bouge énormément. Mais ce matin, entre 6h30 et une partie de la journée également, les forces kurdes et les forces irakiennes ont réussi à prendre plus de 200 km² de terrain. Aujourd'hui, ces forces de la coalition, donc ces forces irakiennes et kurdes, appuyées par les avions et l'artillerie de la coalition, rappelons-le, le porte-avions Charles de Gaulle français, une compagnie d'artillerie française, et évidemment tout le soutien que peuvent apporter les autres membres de la coalition, à commencer par les États-Unis, les Allemands et autres. C'est quelque chose d'intéressant de voir que l'armée allemande est présente sur le terrain et serait même parmi les forces combattantes. Je crois que c'est une première depuis un bon bout de temps. Exactement. Ouais. Les Allemands qui étaient très très forts dans le soutien aux combattants kurdes, en voie de matériel, entraînement, aujourd'hui en effet sont entrés dans les combats, ce qui est vraiment un gage d'engagement de la part de ce pays. Pour ce qui est des avancées, donc les militaires sont aujourd'hui en bordure de Mossoul, et pour ce qui est des villages chrétiens, et même des villages de la plaine de Ninive, aujourd'hui ces forces ont déjà libéré 3 villages chrétiens, Bachira, Bartella et Hammam al-Halil, et sont désormais à 3 km du village de Karamlej, qui est le dernier verrou avant le village de Karakosh, qui est le foyer principal de vie des chrétiens en Irak. Alors on a des questions de téléspectateurs. Alors François qui demande, savons-nous quand les habitants pourront rentrer chez eux, seront-ils officiellement sous protection ou toujours en danger ?
Alors là est toute la question. Alors déjà, pour quand ils pourront rentrer chez eux, pas tout de suite, François-Xavier, parce que d'abord il y aura le déminage. Et on a vu dans d'autres villages qui ont été précédemment libérés que Daesh avait soigneusement miné, déposé énormément de mines jusque dans les réfrigérateurs, je crois, ou des choses comme ça. Et donc il y a le déminage, et puis après il va falloir reconstruire parce que tout dépend des combats. Nous, on voit, on travaille également en Syrie, on a aidé à reconstruire des villages comme Maaloula ou une ville comme Homs, dont la reconstruction est en cours. On a vu les dégâts qu'il y a quand les groupes terroristes quittent un village. Alors déjà au niveau des destructions, ça dépend de l'intensité des combats. Si Daesh quitte les villages de la plaine de Ninive sans trop de combats, eh bien pour sûr le gros œuvre des maisons ne sera pas détruit. Par contre, ce dont on est quasi certain, malheureusement, en tout cas il y a une grosse présomption, c'est que ça soit entièrement pillé, que toutes les maisons aient été soigneusement pillées. Donc évidemment, les gens, pour rentrer chez eux, il faudra d'abord qu'ils puissent au mieux racheter des fenêtres, des portes et de la tuyauterie, de l'électricité pour leur maison, et au pire reconstruire entièrement leur maison. Alors pour la deuxième partie de la question, est-ce que les habitants seront officiellement sous protection ou toujours en danger ? Je crois qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a été négocié entre les Américains, le gouvernement de Bagdad et le gouvernement autonome du Kurdistan. On ne sait pas exactement sous quelle autorité seront ces villages, s'ils seront sous autorité de Bagdad ou sous autorité d'Erbil, c'est-à-dire le Kurdistan d'Irak. Et bien évidemment, toute leur sécurité dépendra de cela. Alors après, on sait que les évêques réclament que leur sécurité soit garantie, notamment Monseigneur Petrus Mouché, donc l'archevêque syriaque catholique de Mossoul, mais aussi Monseigneur Daoud Sharaf, l'archevêque syriaque orthodoxe. Ils réclament tous les deux des forces occidentales pour garantir leur sécurité, parce que leur confiance dans les uns et les autres est tout à fait modérée sur le long terme. Alors en fait, quand on parle aussi de ce retour à Mossoul, ce qui est en transparence de cette question, c'est les conditions humanitaires qui découlent de cette bataille. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime, dans l'ONU, on a eu des nouveaux chiffres ce matin, mais l'ONU estime entre 700 000 et 1,5 million les habitants toujours dans Mossoul et aux abords de la ville, et qui vont être prisonniers des combats. Ce qui implique évidemment des blessures lourdes. On a déjà des rapports des hôpitaux de Mossoul qui commencent à arriver et qui ne les emplissent pas, mais également un déplacement de population très important qu'il va falloir gérer en même temps que les combats et sur des lignes qui sont les mêmes, ce qui va être très compliqué sécuritairement et sanitairement. Puis par la suite, voilà, comme l'a dit Benjamin Blanchard, des projets de déminage, des projets de reconstruction. Alors pour la reconstruction, ça ne signifie pas simplement apporter des parpaings et du mortier, apporter les moyens qui permettent à la logistique de fonctionner, donc apporter de l'eau, apporter de l'électricité, refaire les routes peut-être, puis reconstruire les églises sans lesquelles les chrétiens ne reviendront pas chez eux, reconstruire les commerces qui permettront aux chrétiens de savoir qu'ils ont un avenir sur leur terre, enfin reconstruire leurs maisons et reconstruire des services pour eux et pour leur communauté, des écoles, des hôpitaux, et tout ce qui permettra de leur redonner confiance et espoir et de revenir s'implanter chez eux. Et c'est ce à quoi on va se cantonner dans les mois à venir, en plus bien sûr de l'aide qu'on apporte auprès des déplacés depuis maintenant 2 ans sur le terrain. Alors certains spectateurs aimeraient savoir s'il reste des chrétiens à Mossoul. Alors, à ma connaissance, non. Il y a toutes les minorités, soit ont pu partir, comme les chrétiens, les Chabeks, soit ont été massacrés ou réduits en esclavage, comme les Yazidis. Alors peut-être que quelques chrétiens sont restés, mais sûrement dans ce cas, ils ont dû se convertir, mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Ça se compte peut-être sur les doigts de la main, voire moins. Alors il y a Saraf Thomas qui nous demande quand Karamelès sera libéré. Alors pour Karamelès, comme on l'a dit, certaines rumeurs parlent d'une libération déjà effective. Pour l'instant, c'est pas du tout confirmé. Donc pour l'instant, on est aux abords du village officiellement et on attend dans les prochains jours
dans les prochains jours. Ça peut être 3 jours, ça peut être une semaine. On ne sait pas encore, mais on s'attend à ce que rapidement le village soit libéré. Et je veux juste rebondir rapidement sur la question de Mossoul, puisque en effet, ce qu'on entend beaucoup de la part de sociologues, d'historiens, c'est qu'en effet, les chrétiens ont le choix de se convertir, de partir, parfois on va même dire jusqu'à mourir, ou de payer ce fameux impôt de dimitude qui permet de rester. Et en fait, de tous les témoignages qu'on a eus depuis 2 ans, à chaque fois que des chrétiens ont essayé de verser cet impôt, ça a été à leurs dépens, puisqu'en fait, un premier lieutenant de l'État islamique passait leur réclamer. Les chrétiens donnaient quasiment l'intégralité de leur possession à cette personne en voulant s'attacher à leur terre et au peu de possessions qu'il leur restait. Et au final, un deuxième lieutenant passait 2 jours plus tard, voire même quelques heures plus tard, pour leur redemander de payer à nouveau, puisque lui-même n'avait pas perçu le tribut. Donc cet impôt n'existe pas, et c'est pour ça que les chrétiens n'ont pas pu rester chez eux, malgré ce que certains peuvent dire. Alors, question suivante de Robert Tomaso. Quand pensez-vous que les volontaires pourront se rendre dans les villages libérés ? Alors ça, tout dépend de la vitesse du déminage, puisqu'avant toute chose, il y aura le déminage, mais dès que ça sera accessible avec un minimum de sécurité, nos volontaires iront. Alors d'abord les chefs de mission et ensuite les volontaires, mais c'est sûr que tout le monde est très impatient puisque ça fait 2 ans que tout le monde attend ça et que nos amis irakiens avec qui on travaille tous les jours dans les camps, ils attendent ça avec grande impatience. Alors, pour répondre aussi à la question suivante de Robert Tomaso, quelles seront les premières missions des volontaires à leur arrivée dans les villages libérés ? Vous avez présenté un peu la reconstruction comme une étape d'un processus long et fastidieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, je pense que, voilà, en effet, la reconstruction, c'est quelque chose qui va être complexe. Je pense que c'est une question qu'il ne faut pas simplifier. Dans un premier temps, il faut attendre de pouvoir évaluer les besoins avant de vouloir imposer une réponse à la situation. C'est-à-dire que tant que les besoins n'ont pas été évalués, tant que les évêques ne nous ont pas fait part de la réponse nécessaire à apporter, déjà nous ne pouvons pas être sûrs à 100% de ce qu'il faudra faire sur place. Ensuite, dans un second temps, encore une fois, la reconstruction est un processus complexe et il faudra, pendant que les parents reviennent travailler sur leur commerce, reviennent travailler sur leur maison, aident à rebâtir l'église, aident à rebâtir une crèche, il faudra s'occuper de tous ces enfants chrétiens dont l'association a commencé à s'occuper depuis 2 ans, puisque avec les 2 écoles qu'on a construites jusqu'à présent, on s'occupe d'un millier d'enfants déjà déplacés au Kurdistan irakien, et on va poursuivre ce travail d'accompagnement des enfants, puisque même si cette libération est un événement heureux, ça participe aussi au grand traumatisme du déplacement que ces enfants vivent depuis 2 ans, et également bien sûr l'accompagnement des adultes en fonction de leurs besoins. Alors il y a Bertrand qui nous demande si la libération de Mossoul pose un problème par rapport aux populations qui sont sur place et si les chrétiens et les autres pourront cohabiter avec les populations. Alors ça, seul l'avenir le dira. C'est sûr qu'il y a une grosse inquiétude sur la prise éventuelle de Mossoul, puisqu'on a vu ce qui s'est passé à Fallujah et Ramadi, où les milices chiites notamment ne semblent pas s'être très bien comportées avec les habitants majoritairement sunnites, et je parle avec beaucoup de langue de bois là, parce qu'en fait ça a été terrible. Donc que va-t-il advenir des habitants de Mossoul ? Est-ce qu'il va y avoir un exode massif des habitants de Mossoul, majorité sunnites, qui vont à leur tour fuir Mossoul ? Donc ça c'est une grande question. Et ensuite à Karakoche, c'est certain que la confiance n'est plus là et ça va prendre beaucoup de temps de reconstruire une éventuelle confiance. Alors je tiens quand même à préciser que donc on a eu depuis ces dernières semaines plusieurs déclarations du Premier ministre irakien qui cherche à reconstruire l'unité, notamment pour cette bataille de Mossoul et pour ce qui arrivera après. Et aujourd'hui, une déclaration du président de la région autonome du Kurdistan, M. Massoud Barzani,
qui, après cette félicité du combat commun dont on parlait au début des Kurdes et des Irakiens, a aussi garanti que du côté des forces kurdes, une des priorités était fixée à la reconstruction, au vivre ensemble, et que aucune vengeance ne serait tolérée au sein des forces kurdes vis-à-vis de la population civile. Alors il y a une question de Benoît qui nous demande quelles sont les forces en présence et le soutien étranger de l'offensive kurdo-irakienne. L'appui aérien n'a-t-il pas été gêné par les incendies des hydrocarbures? Parce qu'effectivement, on a vu que les tranchées qui entourent Mossoul, les tranchées de protection, étaient remplies de pétrole par Daesh et ils y ont mis le feu. Donc ça rappelle des scènes de 1991, dans la deuxième guerre du Golfe, quand Saddam avait incendié les puits de pétrole. Donc François-Xavier, est-ce que vous en savez plus? Alors, je pense que déjà, sur la bataille de Mossoul en elle-même, il faudrait remonter très loin quand même pour comprendre les stratégies et méthodes de Daesh. Mais il ne faut pas oublier qu'on fait face à une insurrection quand même qui est issue originellement de la déstabilisation du régime irakien par l'invasion américaine de 2003, des cadres qui sont partis dans la nature pour mener une guérilla, qui par la suite ont été avec un mélange de combattants étrangers arrivés en renfort, déplacés en Syrie pour mener le combat en Syrie, et qui reviennent. On a donc un schéma stratégique et tactique qui est assez semblable, en effet, comme le dit Benjamin Blanchard, à celui de 90 ou de 2003. Et je pense que dans la ville de Mossoul, on va avoir... c'est pour ça que les villages aujourd'hui ont été repris assez rapidement. Les forces se sont concentrées sur Mossoul. Cette tranchée a été construite et emplie de pétrole. Les rues ont été bouchées. On a des photos de blogueurs en langue barbare qui remontent déjà sur le net. Et les rues ont été bouchées, l'insurrection se prépare. Les grands centres de commandement de Daesh ont été déplacés et disséminés au cœur de la ville, réduits en toutes petites cellules et en petites unités, noyés dans la population, qui sont capables de frapper rapidement à des points vraiment très dispersés au sein de la ville. Et cette bataille s'annonce être une tentative de recréation de ce qu'était l'insurrection irakienne de 2003-2009. Sauf qu'aujourd'hui, les acteurs en présence, en effet, ne sont plus les mêmes, puisqu'il semblerait qu'il y ait une certaine quand même cohésion irakienne dans la relative, mais cohésion quand même pour la reprise de Mossoul, alors que les éléments qui la tiennent soient principalement étrangers et qu'ils aient perdu une grande partie du soutien de leur population. C'est ça, peut-être que même qu'il y a une grande lassitude, même dans les populations sunnites, de l'occupation de Daesh. Voilà, exactement. Alors il y a une question de Georges qui nous dit pourquoi François Hollande soutient Daesh. Alors non, on peut pas dire ça, puisque la France se bat contre Daesh depuis plus d'un an maintenant. Et donc on a nos avions qui bombardent Daesh régulièrement, alors, si ce n'est en Syrie, en tout cas en Irak. Oui, je pense qu'il faut pas non plus simplifier la situation. La politique occidentale, en règle générale, depuis 20 ans au moins, c'est sûr, n'a rien fait pour améliorer les choses dans la région, voire l'a fortement déstabilisée. Ensuite, des suites de mauvais choix ne peuvent pas toujours être décrites comme de la malveillance stratégique. En effet, la France est reconnue, du moins au Kurdistan irakien et dans tout l'Irak, comme un des acteurs privilégiés de la coalition qui ne ménage pas ses efforts et qui engage des milliards d'euros pour la lutte contre Daesh. Nous-mêmes, nos équipes voient sur le terrain les efforts qui sont menés par la France pour lutter contre Daesh. Et des ratés individuels et des très mauvais choix individuels ne doivent pas non plus être impactés sur toute la France. Oui, donc vraiment, on maintient, donc François Hollande ne soutient pas Daesh. François Hollande a engagé la France dans cette coalition contre Daesh, et donc il faut lui rendre hommage, n'est-ce pas? Par contre, ce qu'on peut dire et déplorer, c'est que cette grande coalition ait mis plus de 2 ans avant de lancer cette offensive, et ça reste difficilement compréhensible.
En tout cas, nous, les échos qu'on a du terrain, souvent ce que nous disent les gens, les évêques, pourquoi est-ce que vous avez attendu 2 ans avant de faire cette offensive? Mais c'est pas tellement François Hollande là, qui est décisionnaire. Je pense qu'il faut aller demander aux Américains. Alors par contre, je pense que peut-être Georges est syrien, je ne sais pas, mais peut-être qu'il parlait de la Syrie, où effectivement la politique de la France en Syrie est plus ambiguë. Alors on ne peut pas dire que la France soutienne Daesh en Syrie, ça c'est pas vrai. Mais par contre, c'est vrai que malheureusement la France soutient d'autres groupes terroristes, notamment qui parfois sont dangereusement proches d'Al-Qaïda, dont notre ancien ministre des Affaires étrangères avait dit qu'il faisait du bon boulot sur le terrain en Syrie. Alors je pense que c'était peut-être à ça que Georges faisait allusion. Alors, une autre question qui intéresse les spectateurs, elle concerne les réfugiés irakiens auxquels vous avez affaire tous les jours dans les camps. Quelle est leur réaction actuellement face à l'offensive? Est-ce que vous pouvez un peu dépeindre leur état d'esprit? Alors, l'association est présente, elle connaît bien la situation du déplacement, puisque l'association était présente avant la prise des villages chrétiens par Daesh. Benjamin Blanchard, qui est ici présent, me raconte encore, et je l'écoute avec envie, me raconte encore et me dépeint la vie dans ces villages chrétiens de la plaine de Ninive et notamment Karakosh avant que Daesh n'y rentre. On a connu le déplacement avec eux puisqu'on est arrivé à Erbil en même temps qu'eux après ce déplacement du mois d'août, et on est arrivé au tout début de l'installation des réfugiés à Erbil, et depuis lors nous sommes restés en permanence avec eux dans les camps ou dans les foyers isolés, à leur apporter une aide matérielle, à être moralement à leur côté, à réaliser des activités avec les plus jeunes, avec les moins jeunes, avec les plus anciens, avec les valides, avec les handicapés, avec les hommes, avec les femmes, bref avec tous, aussi bien des déplacés chrétiens que des déplacés yazidis, que la population d'accueil kurde qui n'a pas démérité depuis 2 ans. Et on a également énormément travaillé depuis 2 ans avec les forces de sécurité kurdes notamment, qui en leur apportant un soutien médical, et à Erbil par l'installation d'un dispensaire, et sur la ligne de front par un soutien médical de tous les instants et la formation des commandos Asayesh aux gestes qui sauvent. Et tous ces gens qu'on a rencontrés depuis 2 ans, aujourd'hui c'est un peu l'aboutissement. Aujourd'hui on a eu beaucoup de contacts, beaucoup de signes d'espoir, que ce soit par Facebook, que ce soit en vrai sur le terrain, puisque je rappelle qu'on a encore des équipes sur le terrain aujourd'hui qui sont nombreuses et qui s'activent. Et je salue notamment Tanguy Roblin, qui est adjoint de la mission Irak et qui se démène depuis ce matin pour apporter son soutien et faire remonter toute l'information nécessaire à la compréhension de ce qui se passe. Et toutes ces informations nous font remonter vraiment des grands signes d'espoir, de personnes qui attendent depuis 2 ans, dans des conditions très précaires, dans des camps de réfugiés, et qui n'attendent qu'une chose, c'est de rentrer chez eux. Tout l'abattement qui existait ces derniers mois, la peur de voir des villages détruits, la peur de voir des églises détruites, la peur de voir des cimetières profanés, aujourd'hui s'efface par une volonté de retourner chez eux, et même une volonté de reconstruire, quel que soit l'état dans lequel ils retrouvent leur village, puisque le jour de la libération est enfin arrivé, et vraiment le temps n'est plus à la discorde, le temps n'est plus à la rancœur, le temps n'est même plus à la crainte. Seule la joie de retrouver leur village, de retrouver leurs églises, quel que soit l'état, les tombeaux de leurs saints, Sainte Barbe par exemple est enterrée à Karemlech, dont on parlait tout à l'heure, seule cette joie et cette espérance emplit les camps de réfugiés et les cœurs de déplacés qui parfois, durant ces 2 années, ont perdu des proches, qui n'auront jamais l'occasion de revoir leur village, ou au contraire, qui ont vu des naissances durant ces 2 années et qui pourront pour la première fois entrer dans les villages de leurs ancêtres. Donc encore une fois, grande joie et grande espérance. Alors il y a François qui nous demande est-ce que l'éventuelle intervention turque est une menace pour la sécurité des chrétiens ou leur réinstallation? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, et que l'intervention turque, à mon avis, vise surtout à servir de garantie pour les Arabes sunnites de Mossoul, pour leur dire n'ayez pas peur en quelque sorte, parce que ne pas les laisser seuls avec des milices chiites. Moi je l'interprète plutôt comme ça. Alors bien évidemment on peut difficilement avoir une confiance totale envers la Turquie, mais je pense que là le sujet de l'opération c'est pas
faire peser une menace sur les chrétiens. Oui, voilà, Valérie, exactement. qu'est-ce que tu en Je pense que les chrétiens, non, les chrétiens, ça c'est sûr, parce que je pense qu'une partie de la raison qui pousse la Turquie à intervenir aujourd'hui, c'est qu'on l'a vu dans un premier temps beaucoup plus modéré face à Daesh. On l'a vu dans un premier temps qui contenait un peu plus ses efforts pour enrayer la progression de Daesh. Maintenant qu'il est certain que l'organisation État islamique en tant que telle va disparaître, on ne sait pas à quoi elle laissera place à l'avenir, quelque chose, je l'espère, qui ne sera pas encore plus terrible. Mais maintenant, les Turcs qui sont passés quand même plusieurs fois à deux doigts du dérapage ont bien compris qu'il fallait se redorer leur blason, se refaire une santé en termes d'image et de communication, et ont tout intérêt à lancer dans la dernière bataille finale en Irak leurs forces pour montrer qu'au final ce n'était que des incidents de parcours et des erreurs de compréhension avec la coalition dans laquelle ils sont censés faire partie, et qu'ils sont bien contre Daesh et l'extrémisme islamique en règle générale. Également, il ne faut pas oublier que cette région du nord de l'Irak, notamment de Tel Afar, qui est au nord de Mossoul, est le foyer de milliers de familles turkmènes, dont les Turcs évidemment sont très très proches, sont leurs cousins, et que la sécurisation de ces communautés était une priorité pour les Turcs depuis déjà longtemps. Alors il y a encore une question intéressante de Bertrand sur le soutien de la coalition aux Kurdes alors qu'il serait ambigu en Syrie, n'est-ce pas incohérent? Alors déjà, il faut vraiment distinguer, c'est pas du tout la même chose, puisque au Kurdistan d'Irak, les Kurdes qui dirigent, c'est le Parti démocratique du Kurdistan, de président Barzani, et l'UPK, Union patriotique du Kurdistan, fondée par Jalal Talabani, ancien président fédéral de l'Irak. Ce Kurdistan d'Irak, n'a pas de très bon rapport avec les Kurdes de Turquie et de Syrie, qui en fait c'est le PKK, le parti des travailleurs kurdes, qui dirige les Kurdes en Turquie, en tout cas une bonne partie, et qui a la manœuvre en Syrie avec sa branche du PYD, et qui effectivement a des méthodes assez douteuses, et qui, avec les chrétiens, notamment les chrétiens de la Djezireh, donc qui est le nord-est de la Syrie, se comportent très mal, et se comportent très mal d'ailleurs avec tous ceux qui ne sont pas kurdes dans cette région. Mais vraiment, on ne peut pas dire que depuis 2 ans, le PDK se soit comporté ainsi en Irak. Au contraire, tous les réfugiés ont été très bien accueillis au Kurdistan d'Irak, alors que c'est une petite région, et ils ont accueilli quand même beaucoup de monde, et en faisant quand même du mieux qu'ils pouvaient. Donc je crois que là-dessus, c'est pas du tout incohérent. Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est sûr, c'est les soutiens américains au PKK, au PYD en Syrie. Alors moi, pour répondre à une autre question qui arrive sur la possibilité de fuite de ces terroristes de Mossoul vers Raqqa, donc de leur seconde capitale, on va dire de leur capitale économique vers leur capitale politique, si on peut en parler comme d'un véritable État. En effet, ce que beaucoup craignent, c'est qu'on retrouve le schéma classique de ce qui s'est produit en Irak depuis 1 an, 1 an et demi. C'est-à-dire que c'est pas la première victoire la victoire majeure que la coalition va remporter sur Daesh en Irak. On l'a déjà vu à Tikrit, fief et bastion sunnite. On l'a vu ensuite à Ramadi, puis à Fallujah, qui est quand même un des symboles de l'extrémisme islamique en Irak, d'où l'État islamique a été chassé il y a moins de 6 mois. À chaque fois, les forces irakiennes, mais fortement incitées par les acteurs internationaux, ont poussé les forces de l'État islamique à se retirer en dehors des villes, puis à simplement les pousser vers la Syrie pour confier le problème à quelqu'un d'autre. On espère évidemment que ce ne sera pas le cas à Mossoul, et qu'on en termine une bonne fois pour toutes avec ces personnes qui inspirent la terreur depuis 2 ans à Mossoul, et qui ont des comptes à rendre, puisque ne l'oublions pas, ce n'est pas qu'une question de guerre, puisque ces gens sont des terroristes et des criminels. Ces gens ont des comptes à rendre
devant des institutions internationales et devant des tribunaux nationaux avant tout, pour les crimes qu'ils ont commis. Donc espérons que ces gens puissent être appréhendés et ne pas tous fuir vers Raqqa, où on devra régler le problème bien sûr plus tard, mais pas beaucoup plus tard, heureusement. Oui, alors bon, j'espère que c'est ce qui se passera. Je crains un peu, à vrai dire, alors peut-être que je suis un oiseau de mauvais augure, mais je crains qu'on leur laisse une porte de sortie et pour qu'ils aillent en Syrie. Alors, je sais que les amis syriens, c'est ce que craignent beaucoup d'amis syriens. Alors d'ailleurs, il y a Gabriel qui nous demande, a-t-on des échos de la situation des chrétiens au nord-est syrien, à Saké et Kamishli? Bah oui, Alexandre, notre chef de mission en Syrie, s'y rend régulièrement et il doit y aller bientôt, donc il pourra nous donner des nouvelles fraîches. Mais évidemment, la situation n'est pas du tout facile, là-haut. Alors, vous aviez un spectateur qui demandait, sachant qu'il n'y a que 3000, entre guillemets, rebelles, enfin, organisations terroristes, à Mossoul, pourquoi est-ce qu'avec 1,5 million de personnes qui habitent Mossoul, il n'y a pas de soulèvement Alors en fait, on l'a bien vu de toute façon, sans citer de pays, mais on l'a bien vu dans l'histoire moderne, la meilleure des dictatures, c'est celle qui ne laisse absolument aucune ouverture à la contestation à son peuple, c'est les seuls qui réussissent à se maintenir. Là, c'est exactement ce qui se passe à Mossoul, à savoir qu'on a des échos, il y a beaucoup d'observateurs dans Mossoul alors, qui sont très discrets, mais notamment on peut penser à la page Facebook Mossoul Eye, qui fait des comptes rendus assez réguliers de ce qu'ils peuvent observer. Il y avait eu des vidéos sur YouTube qui avaient été postées de femmes filmant leur quotidien à Raqqa. Voilà, en fait, dès le début, l'État islamique a imposé une terreur dans tous les esprits, en crucifiant des gens en public, en menant des exécutions en public, en forçant les gens à regarder, en emmenant les propres enfants des gens participer à ces exécutions. Et là, dernièrement, bien sûr, on a des comptes rendus de soulèvement. On rapporte qu'il y a moins d'une semaine, 58 cadres de Daesh qui projetaient une rébellion dans la ville au début des bombardements américains ont été exécutés par Daesh. Leurs plans ont été mis à jour et ils ont été exécutés. Leurs familles n'ont pas eu le droit de récupérer les corps puisque ce sont des apostats et des traîtres et jetés dans des fosses communes. Donc oui, des soulèvements bien sûr existent dans l'esprit de beaucoup d'habitants de Mossoul, mais de là à les mettre en pratique après 2 ans de terreur, vraiment de terreur extrême de chaque instant, c'est quelque chose qui est très, très complexe à mettre en œuvre. Alors il y a Donatien qui nous demande si on risque des représailles de Daesh suite aux derniers événements. Alors bien sûr, il y a toujours des risques, en fait le risque il est tout le temps là, mais quand même, nous là où on travaille, donc à Erbil, à Al-Qosh, à Mengesh, c'est au Kurdistan d'Irak, où la situation sécuritaire est quand même plutôt bonne. Il y a eu des attentats à Erbil, mais finalement pas plus qu'à Paris, hein. Et donc non, et puis en plus on prend des mesures de sécurité très strictes. Alors pour ceux qui sont déjà partis comme volontaires là-bas, ils savent que c'est pas une colonie de vacances, loin de là, et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Et pourquoi? C'est pas pour embêter les volontaires, c'est d'abord pour des mesures de sécurité. Alors je vais pas vous les détailler ici parce que ça serait contraire à toute mesure de sécurité justement, mais que ça soit en Irak, en Jordanie, au Liban ou en Syrie, on fait très attention à nos volontaires et grâce à Dieu pour l'instant on n'a pas eu de problème et en fait on fait tout pour que ça n'arrive pas et que ça continue ainsi. Alors, vous avez une question, alors une personne demande, est-ce que SOS favorisera le retour des chrétiens d'Orient qui sont réfugiés dans les pays limitrophes et en Europe par exemple? Je crois que le meilleur moyen, c'est déjà d'aider à reconstruire les villages et de redonner de la vie à ces villages, à ces villes. Ensuite, on peut forcer. C'est pas notre but déjà. On n'a pas vocation à forcer les gens. C'est pas notre manière
de penser, mais c'est sûr qu'on le voit notamment dans les villages en Syrie, quand il y a de la reconstruction, les gens reviennent. François-Xavier. Voilà, exactement. C'est vraiment une question d'espoir, et une question vraiment d'espérance en ce que les évêques, dans un premier temps, les autorités politiques dans un second temps, c'est triste à dire, mais c'est l'état de l'État sur place, justement, de la communauté politique sur place, puisque la communauté en elle-même et les associations comme nous pourront proposer comme avenir à ces communautés qui les poussera ou non à revenir dans leur village. Nous, c'est vraiment nos priorités. Rappelons que la plaine de Ninive, dans laquelle nous travaillons et nous travaillerons, est un des berceaux du christianisme en Irak, ce qui veut dire un des berceaux du christianisme dans le monde. La plaine de Ninive rappelle l'histoire de Jonas, le mont Sinjar qui contourne, qui borde la plaine de Ninive à l'ouest, seraient les monts sur lesquels l'arche de Noé se serait abîmée. Et encore une fois, on a affaire à une des premières communautés chrétiennes dans le monde. Donc pour nous, comme pour les évêques, comme pour toute la communauté chrétienne, je pense, ces villages et ces terres sont d'une importance majeure, aussi bien pour les chrétiens d'Orient que pour tous les chrétiens du monde qui prennent racine sur ces terres. Alors on nous demande si l'ONU enverra des casques bleus pour maintenir la cohésion de la Syrie et de l'Irak. Alors je ne suis pas sûr que les casques bleus suffisent ou soient nécessaires pour maintenir la cohésion des pays. La cohésion, elle passe d'abord par reconstruire la confiance entre les différentes composantes d'une population, et ça passe par travail sur cette confiance, et ça se fait dans les cœurs, ça se fait pas par la force, mais pourquoi pas peut-être en Irak. Je ne sais pas si le gouvernement irakien et le gouvernement autonome kurde ont fait ce genre de demande aux Nations Unies. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant en Syrie, je ne crois pas que ce soit une demande du gouvernement syrien, parce qu'avant de maintenir la cohésion, il faut d'abord, comme en Irak, il faut d'abord chasser les groupes terroristes. Alors François-Xavier, on nous demande aussi si les chrétiens on dit que les chrétiens ont quasiment disparu de Syrie et d'Irak. Qu'en est-il réellement? Alors vous allez répondre pour l'Irak. C'est ça, j'allais laisser Benjamin Blanchard répondre pour la Syrie. Pour l'Irak, en effet, la situation est catastrophique, puisqu'on est passé d'environ 1 500 000 chrétiens en 2003, avant l'invasion américaine, à aujourd'hui 300 000 chrétiens et estimation haute, puisqu'il va falloir chiffrer à la fin de la guerre l'exode qui a pu se produire durant ces 2 années. Donc c'est extrêmement faible, et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce départ des chrétiens est lié aussi à une impression d'impuissance dans ce pays, notamment par la représentation politique, puisqu'évidemment le système démocratique fonctionne quand les gens sont à peu près paritaires dans un pays, mais quand déjà vous ne représentez que 5% dans un pays, vous n'avez pas beaucoup voix au chapitre, mais quand en plus vous perdez près d'1 million de chrétiens sur 10 ans, quand on arrivez à 300 000, forcément votre poids dans la sphère politique est encore diminué. Et plus les chrétiens vont continuer à partir, plus les évêques vont être fragilisés, plus leurs députés parleront dans le vide, et moins ils seront reconnus par leur communauté haute. Donc en effet, la situation est assez sensible, et c'est pourquoi il est vraiment important de travailler pour que ces personnes qui sont quand même sur leur terre, qui sont chez elles, qui sont là depuis 2000 ans en termes de religion, mais bien avant en termes de présence sur le terrain, en termes de peuple, il est important que ces personnes puissent rester chez elles si elles le veulent. Bien sûr, nous ne tombons pas dans le jugement de ceux qui font le choix de partir pour préserver leur famille, mais pour que ceux qui veulent rester chez eux, et ils sont nombreux, emmenés par leurs évêques, emmenés par leurs prêtres, et emmenés par des gens vraiment investis au sein de leur communauté, au sein de leur collectivité, qui veulent rester. Et il est important pour nous, chrétiens, non chrétiens d'ailleurs, puisque tous ont beaucoup à nous apprendre, et surtout apportent énormément en stabilité dans ces régions,
Et donc, ceux qui veulent rester puissent rester chez eux, puissent avoir un avenir et puissent recommencer à cohabiter avec leurs voisins et concitoyens de l'État irakien. Alors en Syrie, non, bien sûr, les chrétiens n'ont pas disparu de Syrie. C'est sûr qu'à Alep, la situation est très difficile et que le nombre d'habitants chrétiens a grandement diminué, mais dans le reste de la Syrie, on ne peut pas dire que les chrétiens partent plus que les autres. Si c'est pour les autres villes de Syrie, il reste encore beaucoup de chrétiens en Syrie, bien sûr à Damas, dans les villages, à Homs, dans la vallée des chrétiens, à Tartous et dans le nord-est également. Alors François Xavier, là c'est pour toi. Quels sont les effectifs des troupes françaises sur place? À quel point est-elle à la reprise de la ville? Du coup, une question de Loïs qui, si je me trompe, est en Afrique du Sud actuellement. Les troupes françaises, donc il s'agit de l'opération Chamal, qui a été déclenchée de longue date maintenant. La présentation officielle de l'opération Chamal parle d'1 millier de soldats, qui a été renforcé dernièrement, bien sûr, par la compagnie d'artillerie française, qui est arrivée, qui a fini de s'installer le mois dernier. Entre les soldats prépositionnés en Jordanie qui participent aux frappes, entre les soldats présents à Bagdad, les soldats présents au Kurdistan qui participent à la formation de l'armée irakienne, à la formation de l'armée kurde, au renseignement, à la coordination des frappes, on arrive à peu près à 1000-1500 soldats français déployés sur le terrain. Maintenant que le Charles de Gaulle, depuis la Méditerranée, mène des frappes pour la reprise de Mossoul, ça renforce d'autant plus cet effectif autour des 1500 personnels engagés sur l'opération. Alors François nous parle de la Jordanie. Alors effectivement, on intervient en Jordanie également. Et quelle est la situation sur place face au nombre massif de réfugiés? Combien de temps la Jordanie va-t-elle tenir le coup? Alors on espère que ça va le plus longtemps possible. C'est tout le mal qu'on souhaite à la Jordanie. Donc oui, SOS Chrétien d'Orient travaille en Jordanie maintenant depuis un peu plus d'1 an. Alors travaille bien sûr auprès des réfugiés irakiens en Jordanie, mais également auprès des Jordaniens, notamment des plus pauvres. Donc oui, mais la situation en Jordanie n'est pas, je ne pense pas qu'on puisse dire que la situation soit explosive aujourd'hui. Bien au contraire, l'État est stable et les institutions sont solides. Alors c'est vrai qu'il y a des camps de réfugiés importants au nord de la Jordanie, notamment de réfugiés syriens qui inquiètent beaucoup, mais pourvu que ça tienne comme ça, et puis peut-être que bien sûr la situation ne va pas durer indéfiniment, et on pense bien qu'un jour ces guerres s'arrêteront et en Syrie et en Irak. D'autres questions, Anne-Laure? Alors oui, vous en avez une. Les milices chrétiennes sur place disposent-elles de soutien extérieur? Alors ça, il faut prendre le terme de milice chrétienne et même en fait l'existence même de milice chrétienne avec grande précaution. C'est-à-dire qu'en effet, d'ailleurs, les chrétiens sur place préfèrent parler de milice assyrienne ou de force assyrienne, puisque c'est plus au nom de leur nationalité qui est inscrite sur leur carte d'identité que de leur foi qui vont se battre contre Daesh sur le terrain. C'est pas au nom de Jésus qui vont pourfendre les terroristes de Daesh. Il existe plusieurs types de forces assyro-chaldéennes sur le terrain. Il y a celles qui ont été montées par les partis politiques assyriens directement, aussi bien pour participer à la défense bien sûr des territoires chrétiens que pour lever des fonds et faire de la pub pour leur propre parti. Également les forces assyriennes qui ont été recrutées par les Kurdes et qui ont été entraînées par les Erevani, les gardes frontières kurdes, pour sécuriser les villages une fois qu'ils seront libérés. Donc on a d'un côté des petits groupes qui dépendent de partis qui peuvent compter
ça dépend des périodes, puisque c'est des gens qui vont et qui viennent, qui peuvent compter entre 20 personnes, 100 personnes, jusqu'à 300 personnes au plus fort de la crise peut-être, parfois des volontaires étrangers, mais qui n'ont pas les autorisations d'aller combattre, qui n'ont pas les autorisations d'accéder à la ligne de front, et qui font un peu une guerre d'image. À côté de ça, on a par exemple le NPU, le Nineveh Protection Unit, qui est une force de 3000 hommes, 3000 jeunes chrétiens, formés par les forces kurdes avec le soutien américain, qui aujourd'hui sont positionnés dans le village de Teleskov, qui attendent l'avancée sur les villages chrétiens pour pouvoir les sécuriser une fois ces villages libérés, et garantir le calme pour pouvoir justement commencer le déminage et la reconstruction dans l'ordre et la sécurité des travailleurs et des habitants qui reviendront. Voilà. Alors à propos de déminage, on nous pose une question sur le rôle de la France dans le déminage. Est-ce que la France est active dans le déminage? Alors, il faut savoir que dans la reconstruction, dans le déminage et dans tout ce qui va suivre les batailles de libération, à laquelle la France participe énormément, les besoins vont être énormes. Les besoins vont être énormes, aussi bien de l'ONU, aussi bien des différentes ONG, mais bon, qui pour la plupart prennent leur financement de l'ONU, aussi bien des États directement, comme des forces locales, comme de partenaires privés. Voilà, vraiment les efforts de tout le monde, bien sûr, à commencer par les individuels français qui soutiennent SOS Chrétien d'Orient, aussi bien moralement que financièrement, seront nécessaires pour participer à ce déminage. Donc la France déjà participe au déminage d'un point de vue humanitaire, puisque la France a accordé déjà en 2016 un budget de un peu plus d'1 million d'euros sur l'année pour apporter un soutien humanitaire et notamment du déminage aux villages libérés, donc pas encore chrétiens pour l'instant puisqu'ils n'ont pas encore été libérés, mais notamment Kakaï. Des forces kurdes sont déjà prévues sur le déminage de villages situés au Kurdistan irakien. Des forces irakiennes également sont déjà prévues en déminage de ces villages, et les grandes ONG internationales, dont SOS Chrétien d'Orient, et déjà en lien avec des entreprises spécialisées pour commencer dès que les villages seront accessibles pour évaluation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans le temps du déminage, c'est qu'on ne peut pas chiffrer le déminage ni faire de pronostics avant de voir dans quel état sont les villages. Puisque entre un village miné mais intact, un village miné mais détruit, un village très peu miné ou un village très miné, le prix du déminage peut aller du simple au quadruple ou même plus. Donc nous attendons que ces villages soient libérés mais aussi sécurisés, puisque les entreprises de déminage n'accèdent que quand les villages sont sécurisés, pour que ces dernières avec lesquelles nous dialoguons déjà, avec lesquelles nous avons déjà des pré-accords, puissent entrer dans les villages pour dresser un bilan du travail à effectuer et commencer le travail avec le soutien des ONG, encore une fois, dont SOS Chrétien d'Orient. Alors François-Xavier, est-ce que ces milices chrétiennes, alors vous avez dit que ce n'était pas le bon terme, disposent de soutiens extérieurs? Alors il faut voir ce qu'on entend par soutien extérieur. Les forces officielles, donc le NPU notamment, soutenu par les Kurdes et les Américains, reçoivent une reconnaissance officielle, sont officiellement adoubés par les évêques concernés par les zones qui sont touchées par la présence de Daesh actuellement, et encore une fois reçoivent à la fois des financements, des uniformes, de l'armement, de l'entraînement de la part des Américains et des Kurdes. Ensuite, les autres, qui sont moins officiels, qui dépendent directement des partis, appellent aux dons et appellent aux volontariats internationaux, dons et volontariats internationaux. Ils reçoivent des volontaires de la part de plusieurs pays européens et des financements principalement de la diaspora, de beaucoup de chrétiens d'Irak expatriés depuis les années 90 ou les années 2000 pour la plus grosse vague, qui financent ces milices qui passent par des partis politiques et qui n'ont pas toujours la même ligne que leur patriarche ou que les autorités de Bagdad ou d'Erbil.
Alors, il y a beaucoup de questions sur l'infiltration de Daesh parmi les réfugiés ou à la sortie des villes. Alors, je crois que parmi les réfugiés, ça, c'est pas nous qui faisons le tri parmi les déplacés pour savoir qui est Daesh ou pas. Il y a les autorités kurdes, avant de laisser rentrer sur leur territoire, je crois qu'ils font pas mal de vérifications. Ils ne laissent pas rentrer n'importe qui. Alors après, à la sortie lors de la reprise des villes également, j'imagine que les autorités irakiennes et kurdes feront le nécessaire. Alors il faut différencier déjà les grands mouvements de masse de réfugiés et la reprise des villages et vraiment tout type d'arrivée de réfugiés qu'il peut y avoir. Ce à quoi on a assisté énormément dans le sud du pays, il ne faut pas oublier qu'on a affaire à une société très tribale. Dans le sud du pays, quand des villages étaient libérés, quand des quartiers étaient libérés, les forces de sécurité ont tendance à regrouper tout le monde au même endroit et à fortement favoriser la délation. Il faut savoir que quand vous accumulez 2 ans de rancœur, au bout d'un moment, quand vous êtes protégé par une force et que vous pouvez vous exprimer en public et dénoncer ceux qui ont fait assassiner votre fils, ceux qui ont fait enlever votre fille, en règle générale, vous ne vous gênez pas. Et ceux qui ont le plus collaboré avec Daesh se retrouvent assez rapidement emmenés à Bagdad pour interrogation entre grosses guillemets. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des déplacés, des réfugiés qui franchissent les lignes kurdes pour entrer au Kurdistan, là c'est une autre histoire, mais encore une fois, les Kurdes, s'ils ont des fichiers quand même très très bien tenus sur les personnes qui ont pu de près ou de loin tremper avec Daesh durant 2 ans, font un premier tri, mais surtout mettent les réfugiés en attente dans des zones tampons pour qu'ils soient pris en charge, très certainement par les forces irakiennes qui s'occuperont de leurs ressortissants directs, entre guillemets, par la suite. Donc voilà. Donc la question des réfugiés est une question hautement politique et sécuritaire que nous ne traitons pas à notre niveau, mais voilà, à titre d'information, elle est traitée. Voilà. Alors Baptiste qui nous pose plusieurs questions, donc qui nous demande si la France a une posture de vérité ou elle choisit une posture d'intérêt économique et matériel. Alors ça, moi je peux pas sonder les reins et les cœurs. On peut simplement constater les faits et on peut dire qu'en Irak, la France a été quand même très active. Bien sûr, c'est jamais assez, mais le président Hollande a été le seul, à ma connaissance, le seul chef d'État à aller visiter un camp de réfugiés. Alors vous allez me dire c'est pas grand-chose peut-être, mais en tout cas ça a le mérite d'avoir été fait. Et puis la France, comme le disait François-Xavier tout à l'heure, participe à la coalition internationale contre Daesh, je crois depuis le début de la constitution de la coalition. Là on a envoyé notre porte-avions, donc je crois qu'en Irak la position de la France est tout à fait honorable. Pour ce qui est de la position de la France sur la Syrie, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est bien difficile de dire que cette position est honorable puisque pour des raisons multiples et qui sont peut-être pas toujours connues, je ne sais pas. En tout cas, depuis 5 ans, on a tendance à soutenir des groupes armés terroristes, alors pas Daesh, mais d'autres qui sont plus ou moins proches d'Al-Qaïda. Et ce qui est un vrai problème et ce qui est complètement incompréhensible pour la population syrienne. Alors Baptiste nous demandait aussi de parler de la situation d'Alep. Alors c'est pas l'objet de ce direct. J'invite Baptiste à revoir le direct d'Aletheia de la semaine dernière. Mais en gros, en quelques mots, la ville d'Alep est coupée en deux. Vous avez Alep Est Alep Est, qui est tenu par des groupes qu'on appelle rebelles ici, mais c'est quand même dirigé par Al-Qaïda, Jabhat Fatah el-Sham, donc on peut les qualifier facilement de groupes terroristes. Et dans Alep Est se regroupent environ entre 150 000 et 200 000 personnes qui sont souvent retenues contre leur gré, puisqu'ils n'ont pas le droit de sortir. Et puis vous avez Alep Ouest qui est tenu par le gouvernement où vit la majorité de la population, entre 1 million et
5 millions d'habitants et qui eux aussi sont bombardés tous les jours et il y a à peu près autant de morts malheureusement d'un côté comme de l'autre. Et ce qui est très choquant, c'est qu'on ne parle que des morts côté Alep Est et qu'on ne parle pas des morts côté Alep Ouest. Et évidemment, c'est très choquant et ça paraît comme étant injuste. Alors, puisque Benoît nous pose des questions sur les hôpitaux, je continue là-dessus. Oui, il y a des bombardements quotidiens de l'aviation syrienne et de l'aviation russe sur Alep pour tenter de déloger les terroristes. Alors, bien sûr, il y a des bombardements sur les hôpitaux et c'est tout à fait regrettable. Après, j'ai l'impression qu'il y a une légère exagération, puisque si on en croit les canaux, les informations que nous donnent les rebelles ou les terroristes d'Alep Est, tous les jours, il y aurait plusieurs hôpitaux bombardés. Donc, ça se demandait combien il y aurait eu d'hôpitaux dans Alep Est. Donc, ça finit par faire beaucoup et ça perd grandement en crédibilité. Mais c'est sûr qu'il y a des hôpitaux bombardés et il y a même des hôpitaux bombardés à Alep Ouest, figurez-vous. Mais ça, vous n'en entendrez jamais parler et je pense notamment aux hôpitaux dans lesquels on travaille, l'hôpital Al-Raja, du docteur Cathy, Émile Cathy, que je salue, de l'hôpital Saint-Louis, tenu par les sœurs Saint-Joseph de l'Apparition. On y était l'an dernier avec François Xavier. Et il y a notamment sœur Arcangela qui fait des réalisations, des crucifix, des œuvres d'art pour la chapelle, avec toutes les douilles d'obus et de balles qu'elle reçoit sur l'hôpital. Donc ça, c'est aussi à Alep Ouest. Donc en fait, c'est la guerre. Alep est une ville divisée en deux et malheureusement, les civils subissent cette guerre, subissent les effets de cette guerre, mais des deux côtés. Et ça, c'est vraiment important à rappeler. Voilà, et moi, pour redresser un parallèle avec le pays dont j'ai la charge pour l'association en Irak, on l'a dit, la bataille de Mossoul a débuté. Rien que la France mène des frappes déjà depuis ses bases jordaniennes, depuis ses bases en Irak, à le porte-avions Charles de Gaulle qui est déployé. Et quand vous voyez ce que les avions français sont en train de larguer sur Mossoul pour se débarrasser de l'État islamique, évidemment, déjà, on peut déjà être certain qu'en dessous, entre guillemets, voilà, c'est pas de la dentelle. Quand les Américains également rentrent dans le jeu, c'est pareil. Il ne faut pas oublier qu'une compagnie d'artillerie vient d'arriver, que les Césars donnent de la puissance et de la voix également pour éteindre les feux qui peuvent partir de Mossoul. Donc voilà, dans tous les cas, moi qui suis nantais, je pense que dans mon histoire, j'ai appris ce qui était arrivé à Saint-Nazaire après les bombardements américains, ce qui a pu arriver à Dunkerque, ce qui a pu arriver au Havre, ce qui a pu arriver plus tard à Dresde. Un bombardement, c'est toujours une horreur. Un bombardement, et particulièrement ce qui va se produire à Mossoul, ça va faire beaucoup de victimes. Donc, on espère le moins possible. Voilà, donc moi plutôt que encore une fois, je n'ai pas le prisme russe plutôt qu'un autre, mais plutôt que de toujours condamner l'incondamnable, puisque tant que l'humanité déclenchera des guerres, les guerres feront toujours le même nombre de victimes, ou les guerres connaîtront toujours leur même lot d'atrocités. Pensons plutôt à nous focaliser sur la réponse humanitaire dont va avoir besoin Mossoul et dont vont avoir besoin les habitants de Mossoul dans les heures et dans les jours à venir. Nous serons là pour déployer un maximum de force sur le terrain. Nous avons des volontaires, nous avons beaucoup de jeunes Français qui se sont engagés à nos côtés ces 2 dernières années. Près de 800 volontaires, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, sont partis sur le terrain sur nos 4-5 pays de mission pour s'engager aux côtés des populations qui souffrent sous les bombardements d'un camp ou de l'autre et sous les coups d'un camp ou de l'autre. Nous avons également besoin énormément de moyens financiers. Vous pouvez voir au quotidien sur notre page Facebook, vous pouvez voir au quotidien sur Twitter l'intégralité de ce que réalisent nos volontaires, l'intégralité des projets développés par l'association, des écoles, des cliniques, des donations de nourriture, des donations vraiment de masse de médicaments. Et pour ça, nous avons besoin de l'aide de la France et de l'aide des Français, puisque j'évoquais l'aide apportée par l'ONU. Pour l'instant, nous ne touchons ni aide étatique, ni aide de l'ONU,
et 99% de nos financements sont d'origine privée. Voilà, et comme pour compléter, on touche un petit peu d'aide étatique avec, alors c'est pas beaucoup, mais je tiens à remercier les 3 parlementaires qui nous ont apporté leur soutien cette année, donc la sénatrice Joëlle Garriaud-Mellal, le député Jean-Frédéric Poisson et le député Alain Marceau et sa suppléante, une excellente suppléante, Fabienne Blino. Alors il y a plein d'anciennes volontaires qui demandent si elles peuvent repartir en Irak. Bah oui, bien sûr, hein, on vous attend. On vous attend et vous êtes les bienvenus parce que bien sûr on a besoin de dons pour financer tout ça, cette reconstruction, puis on a besoin également de bras pour aider François Xavier, parce que même s'il est très fort, tout seul ça ne suffit pas. Alors on va terminer, il y a encore une question sur Alep. Alors combien de combattants rebelles à Alep? On n'en sait rien. Est-ce qu'ils fuient? Pas pour l'instant. Il y a eu un accord, semble-t-il, avec certains d'entre eux dans un quartier au Bourjan Sultan, je crois. Alors peut-être que ceux-là vont sortir. Et enfin, est-ce que la bataille d'Alep est sur le point d'être terminée? C'est difficile de prédire l'avenir. En tout cas, il semblerait que l'armée syrienne avance assez rapidement dans Alep-Est via le nord d'Alep-Est, hein, comme ça rappelle le sketch des inconnus sur Beyrouth, mais c'est exactement ça. Mais ça, on ne peut pas savoir combien de temps ça durera, mais on espère que ça durera le moins longtemps possible parce que c'est extrêmement difficile pour les populations. Alors moi, tout simplement pour terminer à mon niveau, on a parlé de soutien financier, on a parlé de soutien de bras sur le terrain, et en fait en réalité, la première aide que nécessitent les populations sur place et que nécessitent les chrétiens d'Orient, aide réclamée par leurs chefs, par leurs évêques, par leurs patriarches, c'est des relais dans la société occidentale, dans la société européenne et dans la société française, des relais tout simplement de ce qu'ils vivent et des relais tout simplement de la vérité. Alors aujourd'hui, on le sait bien, je pense, et si vous nous regardez, c'est que vous savez que la vérité ne vient pas toujours des canaux d'information privilégiés. Et simplement, si vous ne pouvez pas forcément donner, si vous ne pouvez pas forcément partir sur le terrain, informez-vous, parlez-en à vos proches, mobilisez-vous et faites en sorte que la situation sur le terrain se sache. C'est simplement par ces efforts d'une majorité de Français que la situation en Syrie n'a pas complètement basculé aujourd'hui et que l'implication du gouvernement français est aussi forte en Irak aujourd'hui. Voilà. Et alors, comme nous le rappelle Kiki, il faut, si vous ne pouvez ni faire de dons, ni partir comme volontaire, ou alors si vous êtes donateur et volontaire, mais c'est encore mieux de venir également courir le semi-marathon de Paris pour les chrétiens d'Orient. Donc c'est le 5 mars 2017, le 5 mars prochain, mais il faut s'inscrire dès maintenant. Et pour s'inscrire, il faut aller sur le site semiparis.chdo.com. Et alors, si vous vous inscrivez, vous aurez la joie de courir avec moi, alors sûrement devant moi, plutôt que, puisque je ne suis pas très rapide, mais par contre, François Xavier courra sûrement bien plus vite que moi, et vous pourrez le voir au semi-marathon. Et sinon, Priscille, je crois qu'elle va bien. En tout cas, quand je l'ai vue la semaine dernière, elle était en pleine forme. Mais voilà, alors on va terminer là, parce ça fait déjà plus d'1 heure. Mais je n'ai plus rien à dire, François Xavier. Très bien. Et écoutez, à très bientôt et merci de nous avoir suivis.